Adam Bros presents. What are your superpowers again? I'm rich. And for the gentleman? Yeah, I'll have the Thai chicken pizza. But hey, look, if I get it without the nuts and leeks and stuff, is it cheaper? You'd think, wouldn't you? No. We're not going. A woman offered me $500 for the ticket. I bet someone else would pay more. We need the money more than we need the chocolate. C'est l'été. Vous êtes probablement en train de siroter votre meilleure grenadine au bord d'une piscine XXL avec le soleil comme seul horizon, ou en train de suer toute l'eau de votre corps dans la cuisine non climatisée d'un McDo pour préparer son Big Mac aux clients désagréables qui tapent du pied. Selon que vous serez riche ou pauvre, les jugements de la société vous rendront blanc ou noir. Bref, même avec la chaleur qui arrive, la chaîne ne prend pas de repos. Du coup, j'ai décidé de vous proposer une petite vidéo sur la représentation de la richesse et de la pauvreté dans la pop culture. L'occasion de revenir sur la manière dont la situation économique des individus est impactée, voire manipulée par l'image qui en est produite. Aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une annonce importante à vous faire qui devrait vous plaire, et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de participer en commentaire si mon travail vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, c'est très important. Commençons donc par le haut de la pyramide. Les riches. Les symboles et signes d'abondance sont omniprésents dans notre culture populaire. Et si on en juge aux œuvres qui parlent vraiment de richesse, on voit un message contradictoire ressortir. D'un côté, on va avoir la mise en avant du fameux self-made man qui réussirait sa vie par l'accession à la richesse. Slumdog Millionnaire, où la moitié des rappeurs représentent bien cette doctrine, on la connaît tous et elle est assez simple à repérer. Mais depuis quelque temps, une vision plus critique des fortunés est venue s'ajouter à cette matrice. De succession au Loup de Wall Street, en passant même par le tube La Thune d'Angèle, si, je vous jure. Un discours quasiment antimatérialiste qui va venir mettre en avant la vacuité que représente la course incessante après les billets. Et qui va en profiter pour représenter ceux qui tombent dans ce piège comme de personnages peu recommandables. Même si parfois c'est pas compris comme tel. Je m'étonne toujours de voir le personnage campé par DiCaprio utilisé en exemple par les entrepreneurs alors que le film dénonce à peu près tous ses agissements pendant plus de 2h30. Dans un article à ce propos, Tom Beckman souligne que les riches sont passés d'icônes inspirantes à qui on rêve de ressembler aux méchants de nos films. Même dans Babylone, le personnage campé par Tobey Maguire représente à merveille la dénonciation de ce monde de luxure déconnecté du réel et prêt à toutes les immondices pour satisfaire ses désirs. Ce sont donc pour moi les deux discours vis-à-vis de la richesse qui sont le plus présents dans notre culture populaire et qui cohabitent. Mais n'hésitez pas si vous en voyez d'autres. Même si le second, donc celui qui critique un petit peu les fortunés, semble prendre le pas sur le premier et on y reviendra. Ensuite, un autre message, et probablement le principal à propos de la richesse, plus implicite, est porté par la pop culture et va participer à façonner l'image que l'on en a. Les acteurs et actrices, les chanteurs et chanteuses, mais aussi les réalisateurs et les réalisatrices qui participent à créer cette culture populaire vivent pour la majorité d'entre eux dans l'opulence la plus totale. Certains comme Spielberg, Jay-Z, Rihanna, Tom Cruise ou encore J.K. Rowling figurent même parmi les plus grandes fortunes de notre époque. Combien d'articles sur le succès entrepreneurial et les 1,4 milliard de dollars de Rihanna? Sur les dernières années, sûrement plus que d'articles à propos de sa musique, pas compliqué vous me direz. À une ère où leur vie privée et leur train de vie est de plus en plus exposé, cela va forcément produire une représentation importante de leur quotidien comme une quasi-norme. Robert Thompson, un chercheur qui a travaillé sur le sujet, souligne que tout ce que l'on sait des ultra-riches nous vient des films, des séries ou des médias de manière générale. Il y a peu de chances que vous ayez déjà côtoyé des personnes très privilégiées si vous n'en faites vous-même pas déjà partie. On le sait, et on l'a déjà vu ici, les images que l'on voit dans les médias vont fortement manipuler notre manière de voir le monde. C'est le principe. Ainsi, de la même façon qu'avec les influenceurs, les villas, les voyages et le niveau de consommation de ces figures de la pop culture ultra riches va, malgré eux, poser des standards. Mais là où ça va être encore plus vicieux, et surtout là où l'impact sur notre vision de la société va être encore plus biaisé, c'est que ce statut social touche aussi leur représentation du monde. Dans son article intitulé The Hyperopia of Wealth, The Cultural Legitimation of Economic Inequalities by Top Earners, la chercheuse Anna Kuusela met en avant ce concept d'hyperopie de la richesse. L'hyperopie de la richesse décrit l'aveuglement des personnes aisées vis-à-vis des disparités économiques. Son étude prouve que plus une personne est riche,
plus elle a tendance à s'aveugler sur la réalité des conditions matérielles du reste des individus. Et une grande partie du problème se trouve ici. Notre culture populaire est fabriquée en majeure partie par des individus dont la richesse entraîne une cécité vis-à-vis de la frontière entre richesse et pauvreté. C'est pour cette raison que les personnages des séries ou des films populaires présentés comme appartenant à la classe moyenne n'appartiennent en réalité que très rarement à celle-ci, mais sont plutôt issus de la classe moyenne supérieure, voire de la bourgeoisie. Robert Thompson, que j'ai déjà mentionné plus tôt, abonde dans ce sens. Il explique que la culture populaire américaine établit un niveau de vie non pas parmi les personnages riches, mais parmi les personnages censés être comme nous, qui est beaucoup plus élevé que ce que beaucoup de gens pourraient jamais se permettre d'avoir. Le problème est là pour moi. Il n'est pas tant dans les séries comme Gossip Girl ou Succession, où la richesse extrême de ses protagonistes saute aux yeux, que dans les autres œuvres qui sont censées dépeindre des individus au niveau de vie moyen, qui en réalité va bien au-delà de cette véritable moyenne. Ça entraîne parfois une dévalorisation, une forme de syndrome de l'imposteur, et surtout, ça empêche la majeure partie de la population de se sentir représentée dans la culture populaire, comme si elle n'était pas légitime finalement à exister, et n'était pas assez intéressante pour prendre part à ces œuvres. On a donc un message récent, plus ou moins explicite, et pour reprendre les termes de Freud manifeste, qui est que les riches se comportent mal et que la richesse n'est pas un idéal de vie à atteindre. Mais dans le même temps, la pop culture ne s'est pas débarrassée du message latent, sous-jacent, selon lequel la richesse est en fait une norme dans la grande majorité des représentations offertes par nos films, séries ou artistes préférés, voire un objectif à atteindre. Et si l'abondance est considérée même implicitement comme une norme, c'est alors que la pauvreté, au contraire, est vue comme une anomalie. Déjà, dans les chiffres, ça se reconnaît. Pour cette partie, je vais grandement me reposer sur l'excellente synthèse de recherche de l'USC Norman Lear Centers Media Impact Project, sortie en 2021, qui se penche sur les narratifs entourant la pauvreté dans la pop culture. Ils ont compilé différentes œuvres qui abordent le sujet et le résultat est sans appel. Sur les 10 dernières années, les chansons à propos de la richesse sont 7 fois plus nombreuses que celles qui traitent de la pauvreté. Selon moi, ça va venir mettre en lumière un sujet plus large. Une étude menée en 2009 montre que les Américains des classes populaires ont souvent du mal à accepter de se considérer comme tels et s'associent plus facilement à la classe moyenne. Il y a une forme de honte par rapport à un statut économique défavorisé. Pourtant, même les célébrités dont j'ai dénoncé l'influence du train de vie excentrique connaissent pour certaines des situations financières difficiles. 50 Cent, qui a longtemps fait l'apologie de la course au profit, notamment via son album Get Rich or Die Trying, était un moment endetté de 3,5 millions de dollars et avait fait faillite. Dernièrement, l'acteur britannique Christopher Eccleston, qui a notamment interprété Doctor Who, a admis retourner en convention pour payer ses dettes et financer son divorce après avoir boudé la franchise et ses fans pendant des années. On se souvient également de nombreux navets tournés par Nicolas Cage pour la même raison. L'idée ici n'est pas de pleurer sur le sort de ces célébrités, mais de mettre en avant que même ces dernières, malgré les apparences, peuvent connaître la pauvreté ou une forme qui s'en rapproche. Sauf que la norme sociale finit par prendre le dessus et maintient une forme de tabou étrange autour de ce sujet, en tout cas pour ce qui est des cas personnels. Le peu d'exemples qui me viennent à l'esprit sont issus de rappeurs français comme PNL ou même américains comme Eminem qui racontent régulièrement leur vie remplie de galères avant le succès, mais si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, notamment issus du monde de la pop, j'ai eu du mal à en trouver. Car il y a bien des œuvres qui traitent de personnages en situation précaire, mais c'est pas toujours mieux. Encore d'après l'étude que je mentionnais plus tôt, les personnages avec des statuts socio-professionnels inférieurs sont montrés comme moins sympathiques et moins compétents que les autres, à l'image de Shameless ou même par exemple de Joey dans Friends, qui est clairement montré comme celui qui a des dettes, qui n'arrive pas à payer son loyer, et qui est montré comme le plus imbécile de tous, et surtout celui qui a décidé de faire une profession artistique, donc en fait, c'est un peu de sa faute s'il est pauvre. Cela va alors alimenter le message principal véhiculé autour de la pauvreté que les chercheurs mettent en lumière, la dimension individuelle. En effet, les œuvres de la pop culture maintiendraient un narratif fortement relié à une certaine idée de la méritocratie, et qu'il est possible pour n'importe qui avec un peu de détermination et de talent, de parvenir à une situation financière stable. Une affirmation qui est évidemment à plus que nuancée, car en réalité, les variables sociables sont extrêmement importantes à prendre en compte et leur poids dans la carrière des individus et dans leur richesse est majeur. La problématique me semble moins individuelle que structurelle. Mais contrairement à la richesse qui va être associée à la quotidienneté, l'étude montre que l'élément par lequel la pauvreté est le plus souvent abordée dans les œuvres est le fait d'être sans abri. Je pense par exemple à 8 Mile, qui lui est inspiré de faits réels, ou encore Charlie et la chocolaterie, qui est souvent moqué pour la pauvreté quasi trop extrême dans laquelle se trouvent les personnes concernées. Charlie vit dans une maison avec un
un trou immense dans le plafond. La pop culture semble refuser toute forme de demi-mesure sur la pauvreté. Soit une personne est aisée, soit elle est à la rue, ou presque. Et parfois, quand ces deux types de personnages se croisent, ça se passe mal. En 2019, le youtubeur Bolchegeek était revenu sur 4 films qui traitaient tous de la haine des riches, qui semblaient gagner en importance, comme je l'ai souligné plus tôt, dans le discours médiatique. Parasite, Snowpiercer, Joker, voire même dans une certaine mesure Élite, si, je vous jure, encore une fois. Ces œuvres vont mettre en scène non pas l'ascension sociale d'individus qui vont réussir à s'élever malgré des contraintes économiques terribles, mais bien des personnes en précarité qui vont directement s'opposer aux riches. Une vraie forme de lutte des classes. Et encore une fois, c'est dans la musique où ce thème me paraît le plus absent. Ted Gioa, historien de la musique, affirme dans ce sens en expliquant que les musiques mainstream abordent rarement, si ce n'est jamais, les difficultés économiques, alors que dans le même temps, les questions de discrimination à propos du genre ou de l'origine ethnique sont beaucoup plus présentes. La seule chanson récente de mon répertoire qui me vient à l'esprit à ce propos est en Péon d'Orelsan et Edvald. Le rappeur utilise le personnage du péon, qui est l'équivalent d'un ouvrier dans le jeu vidéo Warcraft, pour rappeler à une forme de révolte contre le système de la part de ces derniers. Mais très peu de films, séries, clips qui composent la pop culture vont véritablement venir remettre en cause les notions de richesse, de pauvreté, ou encore moins leur représentation. Pourtant, c'est essentiel. La psychologue Case Penn, spécialisée du sujet des inégalités et auteur du livre The Broken Ladder, explique que lorsque ces dernières s'accroissent, comme c'est le cas actuellement aux États-Unis, ce sont les super riches qui vont devenir le moteur principal. Les pauvres ne peuvent pas devenir plus pauvres, alors que les riches continuent de gagner en richesse. Pour elle, cela va avoir un effet dévastateur et conduit à un mode de vie plus risqué. Les gens seraient plus enclins à jouer, à faire des paris pour obtenir ce statut de super riche qui leur est montré dans les médias. Mais alors la vraie question que vous êtes sûrement en train de vous poser et qu'il faut se poser, c'est comment représenter fidèlement la richesse ou la pauvreté à l'écran? Parce que c'est bien beau de souligner que ah bah non ils sont trop pauvres, ah non eux ils sont trop riches, etc. Mais du coup comment on fait? En cherchant un peu, je crois avoir trouvé une piste très intéressante à explorer sur le sujet. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. En 2019, la sociologue Zeynep Tufekci a publié un article pour tenter de comprendre et d'expliquer l'échec de l'ultime saison de Game of Thrones. Jusqu'ici, rien de passionnant, ni même de lien avec la richesse et la pauvreté. Mais les raisons qu'elle avance pour expliquer le rejet du public sont très pertinentes. Pour elle, le problème est que la série est passée d'un storytelling sociologique à un storytelling psychologique. Le storytelling sociologique est l'approche d'une histoire d'un point de vue quasiment systémique et institutionnel. Les personnages sont toujours le centre du récit, mais l'angle adopté est différent. C'est le cas dans les premières saisons de Game of Thrones, par exemple en mettant l'emphase sur le contexte social, institutionnel et normatif dans lequel évoluait chaque personnage. Or, l'approche psychologique, bien qu'également très intéressante, va véritablement se concentrer sur les individus et leurs choix ou dilemmes moraux. Et c'est là, pour elle, le défaut des derniers épisodes de Game of Thrones, mais aussi de l'approche de la richesse par la pop culture de manière générale. Comme on l'a vu au long de la vidéo, le problème, c'est que le prisme est quasiment toujours individuel, qu'il soit dans le mythe du self-made man qui arrive à s'ériger contre le système, ou au contraire, sur le pauvre qui, en fait, n'arrive pas à se sortir de sa pauvreté parce qu'il est trop paresseux ou trop bête. Que ce soit la folie des grandeurs de Jordan Belfort dans Loup de Wall Street ou l'extrême pauvreté d'Eminem dans 8 Mile, la focale est toujours resserrée sur la psychologie des personnages. C'est pas une mauvaise chose en soi, hein, car ça nous permet de développer un meilleur attachement à ces derniers et d'avoir plus d'empathie. Mais pour Zeynep Tufekci, et je rejoins son analyse, cela réduit la complexité du sujet qui est traité et ne permet pas de correctement appréhender les enjeux économiques et sociaux qui sont à l'œuvre. Je ne remets pas en cause la qualité d'œuvres comme Succession, À couteau tiré ou des albums abordant le sujet. Dans une époque aussi individualiste que la nôtre et sur des sujets aussi polémiques et complexes que les inégalités sociales, apporter une vision structurelle et sociologique tout en maintenant un récit attractif pour les spectateurs et en créant des liens d'attachement aux personnages paraît une tâche quasiment insurmontable. Pourtant, Bong Joon-ho l'a bien fait, et je suis sûr qu'en commentaire vous me proposerez d'autres œuvres dans la même lignée que Parasite ou Snowpiercer qui arrivaient à développer un attachement à ses personnages principaux, à développer un récit attractif pour les spectateurs, tout en ayant un véritable propos sociologique sur le système. Par-delà les intérêts de classe des célébrités, l'hyperopie des artistes ou encore le rejet de la pauvreté, c'est bien cette approche psychologique de la pop culture, et non sociologique, qui explique, pour moi, la représentation tronquée, biaisée, voire manipulée de la richesse. Merci énormément d'être resté jusqu'à la fin de cette petite vidéo d'été, j'espère qu'elle vous a quand même plu. L'annonce est donc qu'on se retrouve dimanche prochain 15h pour une nouvelle vidéo, mais pas n'importe laquelle. Je vais sortir un nouveau format en 16/9, ça va faire plaisir à certains, de quasiment documentaire puisqu'il durera environ 30 minutes
sur le phénomène Barbie. Que vous soyez fan de la poupée, que vous comptiez aller voir le film ou pas, je suis sûr que ça peut vous intéresser parce qu'il y a des vrais débats de société. J'ai fait énormément de travail de recherche, j'ai passé beaucoup de temps dessus, donc j'espère qu'elle vous plaira. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h. Merci encore d'être aussi nombreux à me suivre et à la semaine prochaine. If you enjoyed this video, you might like this one about the scandal with Nepo babies at Hollywood. You just have to click on it. I'm sure you won't be disappointed. See you soon.